Tout d'abord, bonjour. Merci à la SRLF pour m'avoir permis de faire cette présentation. Alors, au risque de vous décevoir, il n'y a aucune nouveauté sur la thyroïde. Donc, on y va. C'est parti. Donc, je ferai d'abord un bref rappel sur la physiologie thyroïdienne. Ensuite, je vais aborder la thyrotoxicose, le coma myxœdémateux, et je n'ai pas pu m'empêcher de vous donner quelques notions sur le syndrome de Basse-T3. Donc, en ce qui concerne la physiologie, on a tout en haut le TRH qui est sécrété par l'hypothalamus qui va aller stimuler la production de TSH au niveau hypophysaire, laquelle va permettre la libération au niveau des hormones, au niveau de la glande thyroïde, de la T4. La T4 qui n'a quasiment pas d'activité biologique et qui va être transformée grâce à des désiodinases, donc on enlève un iode, qui va être transformé en T3 qui est l'hormone active. La T4 est considérée comme une pro-hormone, elle a des taux qui sont donc très élevés mais un pouvoir faible. La T3 qui est l'hormone active, dont la demi-vie est d'environ une journée. Il existe des désiodinases qui sont considérées comme enzymes de dégradation qui vont permettre de transformer la T4 en RT3 qui n'a pas d'activité biologique reconnue en dehors de chez le fœtus, et la T2, pareil, pas d'activité biologique. Il existe des molécules qui vont venir interférer sur cet axe, notamment ceux qui vont nous intéresser en réanimation, ce seront les corticostéroïdes et la dopamine. La dopamine, donc ça c'est une étude ancienne, Grit-Vandenberg, qui regarde 6 patients qui recevaient de la dopamine, elle dose le taux de TSH qui est effondré, et à partir du moment où la dopamine est arrêtée, on a tout de suite une élévation des taux de TSH. À quoi servent les hormones thyroïdiennes? Elles ont un rôle ubiquitaire, donc elles vont servir au niveau de la fonction cardiaque, inotropisme, effet badmotrope, dromotrope, chronotrope. Sur le métabolisme, le poids, donc prise de poids ou perte de poids en fonction de l'état hyper ou hypothyroïdien, sur le système pileux, sur le cerveau. D'un côté, le patient va être hyper agité quand il est hyperthyroïdien, va être plutôt apathique quand il est hypothyroïdien. Et le transit, qui peut être un mode de révélation, donc soit avec diarrhée, soit avec constipation dans l'hypothyroïdie. Donc la thyrotoxicose, qu'on appelle aussi orage thyroïdien, donc la définition est avant tout clinique, bien plus que biologique, c'est-à-dire qu'un même patient avec les mêmes dosages biologiques, chez un patient vont être responsables d'une hyperthyroïdie, chez d'autres patients vont être à l'origine d'un tableau de thyrotoxicose. Les taux d'hormones ne sont donc pas corrélés à la gravité. Le début est brutal, la mortalité est de 10 à 20%, ça reste encore énorme à l'heure actuelle, et l'incidence est variable et va dépendre surtout de l'origine géographique et non des apports iodés, avec, on estime, une incidence de 3% des sujets de plus de 80 ans qui ont une hyperthyroïdie, et l'incidence annuelle au Japon de la thyrotoxicose est de 0,2 pour 100 000 habitants. Dans la thyrotoxicose, on va distinguer deux tableaux. Soit le patient qui a une hyperthyroïdie connue et qui va faire la crise aiguë thyrotoxique, ou le patient qui n'a pas d'hyperthyroïdie connue et qui va faire ce qu'on appelle une hyperthyroïdie iatrogène. Donc, dans le premier cas, la crise aiguë thyrotoxique, le patient a le plus souvent, c'est un base d'eau, et puis va survenir un facteur intercurrent, ça va être l'arrêt de son traitement par antithyroïdien de synthèse, ça va être la prise d'iode, ça va être la prise massive d'hormones thyroïdiennes, que ce soit volontaire ou accidentelle, et il va basculer à ce moment-là dans la thyrotoxicose, dont le diagnostic va être l'association d'une tachycardie qui est présente dans 100% des cas, une hyperthermie à 41 et plus, des signes neuropsychologiques avec un tremblement qui est présent dans 100% des cas, mais à la phase toute initiale de la prise en charge, une agitation, et puis on va jusqu'au coma. Les signes digestifs, donc dans 30% des cas. La biologie, on est dans l'hyperthyroïdie, donc les hormones périphériques sont augmentées, la boucle de rétrocontrôle fonctionne, la TSH est effondrée. À côté de ça, on a le patient qui a une fonction thyroïdienne a priori normale, qui va bénéficier entre guillemets de l'administration d'iode le plus souvent sous forme de cordarone, et la gravité du tableau va tenir au terrain, puisque ça va survenir souvent chez un sujet âgé avec une cardiopathie ischémique sous-jacente. Le tableau est indépendant de la dose et de la durée du traitement, et la thyrotoxicose peut survenir même plusieurs mois après l'arrêt du traitement par cordarone.
Cette fois-ci, on n'a pas le tableau clinique aussi floride, puisque la tachycardie, notamment, n'est pas toujours présente. Elle peut être masquée par l'effet antiadrénergique de la cordarone. Pour s'aider au diagnostic, on va regarder les hormones thyroïdiennes. Donc, attendu sous cordarone, c'est une diminution de la conversion de la T4 en T3, donc beaucoup plus de T4 que de T3. Et en cas de surcharge iodée, cette fois-ci, la T3 va être augmentée, la boucle de rétrocontrôle, la TSH diminuée. Au sein de cette hyperthyroïdie iatrogène, on va distinguer le patient qui présente, qu'on va dire avec surcharge, une hyperthyroïdie avec surcharge iodée, du patient en hyperthyroïdie par surcharge iodée. La différence se fait sur l'existence en fait d'une pathologie thyroïdienne sous-jacente avec un tableau de thyroïdie avant la décompensation. Donc pour faire le diagnostic, on va regarder s'il existe un goitre, s'il existe des anticorps, comment est l'échographie et comment est la scintigraphie, est-ce qu'elle fixe ou pas. Est-ce que ça a une importance? Oui, forcément. Ça va avoir une importance dans la prise en charge thérapeutique. C'est-à-dire que le patient, qui soit hyperthyroïdien ou normothyroïdien, mais avec une pathologie thyroïdienne connue sous-jacente, à ce moment-là, on privilégiera dans le traitement la mise en place d'antithyroïdiens de synthèse qui vont avoir deux rôles, qui vont d'une part inhiber la synthèse des hormones thyroïdiennes et qui d'autre part vont inhiber la conversion périphérique de la T4 en T3. Le plus connu, le plus utilisé, le PTU, qu'on peut utiliser per os ou en lavement selon l'état clinique du patient. L'autre thérapeutique, ça va être la corticothérapie qui va inhiber la conversion périphérique de la T4 en T3. Le schéma qu'on souhaite de l'hémisuccène, de la prednisone, et en fait la corticothérapie, on va la préférer chez le patient qui n'a pas de pathologie thyroïdienne sous-jacente. En pratique, comment ça se passe? On n'a pas tout de suite l'échographie, on n'a pas le résultat des anticorps, donc il est conseillé de débuter les deux traitements et au fur et à mesure de la façon dont on va peaufiner le diagnostic, eh ben, on arrêtera l'une ou l'autre des thérapeutiques. Traitement symptomatique et curatif, les bêta-bloquants, donc qui vont inhiber les effets des hormones thyroïdiennes, qui vont aussi inhiber, là aussi, la conversion périphérique de T4 en T3. Attention, bien sûr, à ne pas mettre chez le patient insuffisant cardiaque sous-jacent. À titre exceptionnel, on pourra être amené à pratiquer des échanges plasmatiques, le but étant en fait d'éliminer les hormones thyroïdiennes portées par leurs protéines porteuses en attendant, donc on fera une ou deux séances, en attendant la chirurgie de thyroïdectomie. Contrairement à ce qui a été dit pendant des années, on peut laisser maintenant la cordarone parce que souvent l'arrêt brutal de la cordarone risque de faire décompenser la cardiopathie sous-jacente et donc il est préférable de ne pas arrêter brutalement le traitement. Le tableau exactement à l'inverse, donc le coma myxœdémateux, donc cette fois-ci ça va survenir chez une femme âgée, c'est une complication rare d'une pathologie qui est fréquente. Pour mémoire, il y a 10 millions d'Américains hypothyroïdiens, je pense pas que Trump le soit. Au Japon, étude rétrospective, on a une incidence de 1 par million d'habitants et par an. Là aussi, la prise en charge précoce va améliorer le pronostic. Le diagnostic, donc là aussi, avant tout clinique, on a l'infiltration cutanéo-muqueuse, c'est pas du tout caractérisé là par le faciès de la dame. Le coma, donc, est à début progressif, calme, hypotonique, il n'y a pas de signe de localisation, les réflexes sont abolis, il peut y avoir une crise convulsive au démarrage, une hypothyroïdie, une bradycardie et des troubles ventilatoires. Donc les troubles ventilatoires sont principalement dus à l'infiltration cutanéo-muqueuse, qu'elle soit au niveau laryngotrachéobronchique, qu'elle soit au niveau de la paroi thoracique. Il peut y avoir aussi une atteinte musculaire avec myopathie, tout ça à l'origine des troubles ventilatoires. Donc devant coma, hypothermie, bradycardie, troubles ventilatoires, pensez s'il vous plaît au coma myxœdémateux. Les étiologies, souvent c'est donc le patient a sa pathologie thyroïdienne sous-jacente connue et puis va survenir une mauvaise observance du traitement ou à la faveur d'un événement intercurrent type une infection, une anesthésie générale. Donc on va quand même s'aider du diagnostic, on va quand même s'aider pour le diagnostic des dosages hormonaux. Là aussi, on est dans l'hypothyroïdie, les hormones périphériques sont basses, la T3, la T4 sont basses.
la boucle de rétrocontrôle fonctionne, la TSH est augmentée. Le diagnostic différentiel, donc le BAS-T3, j'y reviens après, c'est surtout l'insuffisance antéhypophysaire. Pour s'aider, on fera juste un dosage de la FSH. Dans l'insuffisance antéhypophysaire, tout est effondré. Dans le coma mixte d'émateux, à ce moment-là, là, on est chez la femme âgée, ménopausée, la FSH est augmentée. Le traitement va reposer sur l'administration d'hormones thyroïdiennes. Là, il n'y a pas de schéma thérapeutique bien défini. Donc, certains auteurs proposent l'administration conjointe de T3 et de T4. Le risque, c'est en fait d'administrer un peu trop de T3 et donc de faire basculer le patient en hyperthyroïdie. Donc, je pense qu'il est préférable de débuter par de la T4. Là aussi, deux schémas thérapeutiques, soit une forte dose, 300 à 500 microgrammes en intraveineux, soit ce qui me semble plus sage, c'est une administration de 100 microgrammes par jour jusqu'au réveil du patient. Là aussi, c'est simple, on met aussi des corticoïdes, mais l'objectif n'est pas du tout le même. L'objectif de la corticothérapie dans le coma mixte d'émateux, c'est de prévenir la survenue d'une insuffisance surrénale. Je pense que beaucoup d'entre vous ont appris le fameux syndrome de Schmitt, donc qui appartient aux polyendocrinopathie type 2. Et puis, dans l'hypothèse où le coma soit associé à un panhypopituitarisme, à ce moment-là, pensez bien sûr à associer de l'hémisuccinate d'hydrocortisone. Votre patient, sinon, risque non plus de mourir d'hypothyroïdie, mais risque de mourir d'insuffisance surrénale. À côté de ça, on va pratiquer un réchauffement le plus souvent passif. On va remplir le patient, si besoin, utiliser des catécholamines en seconde intention, et puis la ventilation, puisque en général, ils sont tous déprimés au niveau ventilatoire. La surveillance du traitement se fera sur la TSH et éventuellement la T4. La T3, on ne va pas s'en servir pour la surveillance, puisqu'elle peut rester basse s'il y a un syndrome de basse T3 associé. Là encore, votre patient arrive, vous avez un doute, vous pensez au coma myxodémateux, vous n'en êtes pas certain. Commencez à traiter votre patient en attendant les résultats des dosages. Le retard à la prise en charge est délétère. Dernier volet, le syndrome de basse T3. La clinique, complètement aspécifique, ce n'est pas ça qui va vous aider. Pourtant, c'est une pathologie qui est extrêmement fréquente. Elle survient chez jusqu'à 70% des patients hospitalisés. Et plus la maladie qui va amener le patient en réanimation est sévère, plus on va passer d'un syndrome de basse T3 à en fait un syndrome de basse T3, basse T4, avec un taux de T4 qui est clairement associé à la mortalité, puisque quand on a des taux inférieurs à 2 microgrammes, il y a un risque de décès de 80%. Le syndrome des basses T3 est le plus souvent réversible. Donc là aussi, deux phases, la phase aiguë. La phase aiguë, en fait, on a une dysfonction au niveau des enzymes périphériques, des fameuses désiodinases dont je vous parlais au début. Et donc, la désiodinase de type 1 et 2 dysfonctionne. On se retrouve avec une diminution de la T3. Cette diminution de la T3 va être contrebalancée par, transitoirement, ça dure quelques heures, une augmentation de la TSH. On considère habituellement que cette phase est plutôt un mécanisme adaptatif à respecter. Secondairement, ce qui va se passer, c'est un effondrement de l'ensemble de l'axe, c'est-à-dire en plus de l'atteinte périphérique, va survenir un défaut de production de DRH, défaut du coup de sécrétion de TSH, perte de la pulsatilité, qui va faire pérenniser ce syndrome de basse T3, basse T4. Des thérapeutiques ont été proposées. La T4 seule, mortalité qui est de 43 chez les patients recevant de la T4 versus 13%, ça a été rapidement abandonné. Administration de T3, on obtient les effets cliniques attendus, à savoir augmentation de la fréquence cardiaque, diminution des résistances artérielles, mais en tout cas pas d'effet sur la mortalité. L'étude qui promettait a priori c'est 98, rien de plus, c'est l'administration conjointe de TRH et de GHRH, un analogue de la GH. On restaure la pulsatilité de la TSH, on restaure les taux de T3, T4, mais par contre, et enfin, on diminue la RT3. Donc, c'était prometteur, ça ne s'est pas suivi d'études complémentaires. Cette diapositive, c'est la seule nouveauté.
étude japonaise qui en fait a regardé, alors ce sont des enfants de 2 à 18 ans, on regarde le ratio T3 sur T4 et en fait un ratio inférieur à 2 serait plutôt en faveur d'un syndrome de base T3 puisque la T3 est basse. Donc pour conclure, la thyrotoxicose, le coma myxœdémateux, un petit peu comme pour le phéochromocytome, savoir l'évoquer. Ici, on va avoir une histoire thyroïdienne préalable, la survenue d'un facteur intercurrent. Le diagnostic est avant tout clinique, bien plus que biologique, et la mortalité reste élevée. En ce qui concerne le syndrome de base T3, c'est un marqueur de gravité. À la phase aiguë, a priori, mécanisme adaptatif à respecter. Et à la phase chronique, on s'oriente vers une hypothérapie substitutive, mais qu'on attend toujours. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.